Mesdames, Messieurs, bonjour. On est très heureux de vous servir en ce mercredi 8 juillet 2026. Il est exactement 8h tapante. Et comme d'accoutumé, comme chaque mercredi, c'est assuré par la station régionale d'Oran. Au menu aujourd'hui, et bien sûr, ça va être vraiment des sujets très importants puisqu'on va commencer par, on va dire, la rubrique santé assurée aujourd'hui par professeur Mohamed Najib Bouayed. Alors lui, il est cardiologue vasculaire. Il va nous parler de la prévention de la sensibilisation contre l'AVC ischémique. On va le savoir dans un petit moment. Et bien sûr, l'architecture sera de mise aujourd'hui avec Amara Bekouche qui viendra nous présenter son ouvrage intitulé Urbanisme écologique, une anthologie. Et bien sûr, elle sera accompagnée de Jileli Tahraoui. Et bien sûr, la nutrition sera présente en cette matinée avec Betoul Gharbi qui sera question de parler de l'alimentation pendant les vacances des enfants. Alors pour éviter l'obésité, pour éviter la prise de poids, donc il faut suivre avec nous Betoul Gharbi. Et bien sûr, dernière ligne droite, c'est de la musique qui sera présente avec nous, la musique andalouse qui sera à l'honneur avec la formation de Nahda, bien sûr avec son chef d'orchestre, c'est bien sûr Alel Mortar. Et voilà tout pour aujourd'hui, comme d'accoutumé et comme d'habitude, on commence par une belle chanson par la belle voix oranaise Walha Sehoueri, Lou كانت زين العقوبة. ترجع للشيب والعذاب ترجع للشيب والعذاب
نجنا من الظلام من شان الدنيا المعيوبة من شان الدنيا المعيوبة ما كان عاهد في المقام ما كان عاهد في المقام لو كان تزيان العقوبة Ken Tiziane, La Aqouba, une très belle reprise par une très belle voix oranaise de Houeri Oulhassi qu'on salue à travers notre émission cette matinée. Et bien, comme je l'ai annoncé tout au début, la prévention et la sensibilisation contre l'AVC ischémique, oui, ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Nul n'est épargné, bien sûr, de cette pathologie qui nous vient. C'est un sujet crucial, certes, où chaque minute compte. Il faut être très rapide. Donc, c'est ce qu'on va voir avec professeur Mohamed Najib Bouayed. Alors, lui, il est chirurgien vasculaire qui est présent avec nous et on le remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un AVC ischémique? Alors d'abord, l'AVC ischémique constitue un gros problème de santé publique. Voilà. Il est extrêmement fréquent dans le monde et notamment en Algérie. Et l'AVC ischémique, alors si je l'ai défini, c'est comme un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est une artère du cœur qui se bouche. Qui se bouche. L'AVC ischémique, c'est une artère du cerveau qui s'obstrue. Ah, Et donc, quand ça s'obstrue, il n'y a pas d'oxygène qui arrive au cerveau et les neurones, les cellules qui constituent le parenchyme cérébral meurent et meurent très très rapidement. donc c'est un manque d'oxygène Oui, un manque dans le d'oxygène, cerveau. parce qu'il y a une artère cérébrale qui se bouche. Et donc les neurones meurent et meurent très rapidement. Il y a à peu près 2 millions de neurones qui meurent chaque minute. C'est pour ça que l'AVC ischémique, qu'il ne faut pas confondre avec l'AVC hémorragique, Oui. est une urgence absolue. Alors l'AVC ischémique constitue 80% des AVC et l'AVC hémorragique c'est uniquement 20%. C'est quoi un AVC hémorragique? C'est une artère Voilà. cérébrale qui... Alors, quelle est la différence entre les deux, justement? Bon, allez-y, je vous laisse nous expliquer. C'est une artère cérébrale, une artère intracérébrale qui éclate et qui saigne à l'intérieur du crâne. Et ça donne un hématome qui va comprimer le parenchyme cérébral. Et ça donne des symptômes. Ça, c'est 20% des AVC ischémiques, des AVC. Et puis, il y a 80% d'AVC ischémiques. Ischémie, ça veut dire manque d'oxygène. Et pourquoi il y a un manque d'oxygène? C'est parce qu'il y a une artère qui se bouche. Donc, le sang ne passe pas. Ouais. Voilà. Et donc, je répète encore une fois, les neurones meurent extrêmement rapidement. Il y a 2 millions de neurones qui meurent chaque minute. Donc, par conséquent... Et comment on récupère nos neurones? Un AVC ischémique, je vais revenir sur ça, un AVC ischémique est une urgence absolue. Il ne faut pas que le malade, qui ait certains signes d'alerte, je vais en parler si vous voulez tout à l'heure, oui, c'est très aille important. directement aux urgences, rapidement. Il ne faut pas qu'il hésite. Il ne faut pas qu'il se dise peut-être c'est une fatigue, peut-être non, j'ai mangé quelque chose de pas bien, peut-être je suis un peu stressé. Non. Il y a certains signes qui doivent alerter, qui doivent amener le malade en urgence. Aux urgences, soit par le véhicule d'un membre de sa famille, soit en téléphonant au SAMU, pour qu'il vienne le plus rapidement possible. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, time is brain. Le temps, c'est du cerveau. Plus on traite rapidement, et plus les chances de récupération sont importantes. Vous avez parlé justement de signes. Alors, quels sont ces signes qui ne trompent pas? Alors, il y a des petits signes d'alerte. Une bouche qui dévie. Parce qu'il faudrait savoir que c'est une paralysie, le cerveau droit commande l'hémicorps gauche. Chez vous, chez moi, chez tout le monde. Et le cerveau gauche commande l'hémicorps droit. Alors, quand il y a une bouche qui dévie, quand la personne a des difficultés à parler, c'est ce qu'on appelle dysarthrie, quand il ressent une faiblesse musculaire au niveau de ses bras ou de ses jambes, il doit tout de suite aller aux urgences.
Ça, ce sont des signes d'alerte. D'ailleurs, il y a un acronyme anglais qu'on appelle FAST. FAST, ça veut dire vite, déjà, vite, rapide. FAST, c'est F-A-S-T. F, c'est face, déviation de la face. De la face, oui. Oui. A, c'est arm, faiblesse Des membres. du bras. S, c'est speech, c'est-à-dire difficulté de parler. Difficulté de parler. Et T, c'est time. Ah, Time, c'est le temps. Le temps est d'or, d'ailleurs. Il faut être rapide, très rapide pour aller aux urgences, pour aller se faire traiter parce qu'il y a des traitements qui se font en urgence et parce que ça peut se récupérer. Alors, quelques statistiques, je pense. Oui, parce que c'est très important, c'est un gros problème de santé publique. Surtout qu'on est en plein été, Ouais. et puis la chaleur, elle favorise justement. Non, je ne pense pas que ce soit. Mais j'allais vous poser la question justement parce que des fois on se dit qu'il fait très chaud, donc il faudrait faire attention. La tension, elle va s'élever, on va faire un pic de tension, un malaise, on va dire un pic aussi de glycémie, etc., etc. Donc on se dit toujours que les facteurs de risque, on va dire, ce sont ceux qui souffrent et qui présentent des pathologies un petit peu ambiguës, on va dire, telles que l'hypertension, telles que le diabète, telles que la cardiologie et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est vrai? Déjà à la base. C'est un facteur peut-être intermédiaire, mais ce n'est pas le facteur le plus déterminant. Voilà. Les facteurs de risque d'un AVC ischémique, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. Voilà. Donc il faudrait que les gens se prennent de temps en temps leur tension artérielle. Et si la tension artérielle est élevée, eh bien, il faut qu'ils se fassent traiter. La deuxième cause, c'est le diabète. Troisième cause, c'est l'obésité. La quatrième cause, le tabagisme. Oui. La cinquième cause, c'est le cholestérol élevé avec la mauvaise alimentation qui règne actuellement un peu partout dans le monde. Oui. La sixième cause, alors là c'est important, c'est la sédentarité. Parce que l'activité physique... Ces personnes qui ne marchent jamais, qui ne font pas d'efforts physiques, etc. L'activité physique permet de prévenir beaucoup de pathologies et de maladies cardiovasculaires. Oui. Voilà les gros facteurs de risque. Il y a aussi un autre facteur de risque qu'on appelle la fibrillation atriale, c'est-à-dire des battements irréguliers des oreillettes du cœur. Quand il y a des battements irréguliers des oreillettes du cœur, il y a des caillots qui se forment à l'intérieur du cœur et qui migrent vers le cerveau et qui donnent un accident vasculaire cérébral. Donc tous ces facteurs-là, on peut les traiter. L'AVC ischémique, il peut être prévenu dans 90% des cas. 90% des cas, un AVC ischémique peut être prévenu. Alors sachez que une personne sur 4, à partir de 25 ans, une personne sur 4, à partir de 25 ans, peut faire un AVC ischémique. Ouais. Il faudrait savoir qu'il y a... À partir de 25 ans. À partir de 25 ans, oui, parce qu'il y a des... Il faut marquer. Et d'après les registres nationaux algériens, les AVC ischémiques, les malades avec un AVC ischémique sont beaucoup plus jeunes ici en Algérie que dans les pays européens. Pourquoi ? Parce que... Vous qui êtes en relation directe avec les patients. Parce qu'on ne prend pas en compte les soins qu'on doit se prodiguer contre une hypertension artérielle, contre un éventuel diabète, aller se faire un bilan de temps en temps, faire de l'activité physique. C'est pas ce qui se passe maintenant. Le tabagisme, par exemple, le tabagisme en Europe maintenant a fortement diminué. Effectivement, alors que là, en Algérie, il n'a pas diminué. Il a augmenté. Il a augmenté. Donc, vous voyez, c'est tout ça. C'est pour ça que ça devient, en Algérie, c'est beaucoup plus jeune, l'AVC ischémique qui survient chez des personnes beaucoup plus jeunes. Alors, il y a à peu près 12 millions d'AVC ischémiques par an dans le monde. 12 millions. C'est beaucoup. Dans le monde. C'est beaucoup. Il y a 97 millions d'handicapés par un AVC. Suite à un AVC dans le monde. Il y a 7 millions de décès qui sont dus à un AVC ischémique. Vous vous rendez compte ? C'est énorme ces chiffres-là. C'est beaucoup, oui. Énorme. Alors qu'on peut éviter tout ça. Alors qu'on peut éviter. Alors on peut l'éviter. 90% peuvent être évités, mais même si ce n'est pas évité, et si le traitement est donné en urgence, et institué en extrême urgence, il y a de fortes chances de récupération et de fortes chances pour que le malade ne reste pas handicapé, pour qu'il ne meure pas d'abord, effectivement, pour qu'il ne reste pas handicapé, lui sauver la vie. Pour qu'il ne reste pas handicapé à vie. Ouais. Alors, et quels sont ces traitements, on va dire, d'urgence? Le traitement d'urgence, d'abord il faut aller en urgence. Je l'ai dit, time is brain.
il y a aussi un acronyme anglais en quelque sorte qu'on appelle door needle. Door, ça veut dire la porte de la maison. Needle, c'est hop, injection. Door Bah needle. oui, il faut être très rapide. Rapide, parce que on le fait ici Oui. à Oran. Oui, en Algérie. oui, oui. À Oran, ça se fait, à Alger, ça se fait. Et c'est pas dans toutes les villes d'Algérie, malheureusement, parce qu'il faut multiplier le nombre de stroke centers en Algérie. Stroke centers, c'est Oui, oui. les centres Les qui traitent les centres AVC. spécialisés. Voilà. On peut leur injecter très rapidement, après avoir fait un scanner, bien sûr, très rapidement, ou bien une IRM, hyper rapidement, En pour faire la urgence. différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique. Ça, c'est important. Quand c'est un AVC ischémique, et c'est 80% des cas, on injecte un produit, un thrombolytique qui permet de dissoudre les caillots des artères qui sont bouchées à l'intérieur du cerveau. Mais cette injection doit se faire avant les 4h30 après le début des symptômes. Je voulais arriver à ça. Oui. C'est-à-dire, il faut un certain moment à ne pas dépasser. Voilà. Ce sont 3 à 4 heures. 4h30 maximum. Voilà. 45 minutes, c'est mieux. 45 minutes, c'est la récupération totale. Effectivement. 60 minutes, c'est une récupération encore peut-être totale. Plus les minutes passent et plus les chances de récupération se réduisent. Et donc, il faut rapidement que cette thrombolyse se fasse. Et puis, il y a un autre traitement qui se fait, malheureusement, il ne se fait pas couramment en Algérie, c'est la thrombectomie, c'est-à-dire aller avec un cathéter Justement. qu'on fait rentrer par une artère de l'avant-bras ou bien de la cuisse. On fait rentrer ce cathéter jusqu'au cerveau et on aspire le caillot qui est dans l'artère qui contient ce caillot. Et ça permet, de la récupération des signes neurologiques rapidement. Alors là, la thrombectomie, elle peut se faire jusqu'à la 6e heure. D'accord. Et elle peut même se faire entre la 6e heure et la 24e heure. Est-ce qu'il y a un bon effet déjà? Oui, alors jusqu'à la 6e heure, c'est bon, ça peut récupérer presque totalement. Entre la 6e heure et la 12e heure, bon, c'est des cas particuliers, sélectionnés. Il faudrait faire une IRM de diffusion et de perfusion, c'est un examen un petit peu, bon, qui se fait à Oran. Mais le problème, c'est que les neuroradiologues qui font la thrombectomie sont très rares en Algérie, très très rares. Et c'est pour ça que je demande au pouvoir public de multiplier les centres, d'abord la formation des neuroradiologues, pour qu'ils soient disponibles en permanence H24 pour qu'ils puissent faire cette thrombectomie le plus rapidement possible. Déjà à Oran, on a un seul centre, on va dire, bon, c'était une unité, on va dire au CHU, il y a non deux. pas CHU, maintenant il y en a deux. Il y en a un à Clilette, justement présidé par le professeur Betsy. Oui, et un à d'ailleurs, voilà qu'on salue à travers notre émission, et un à l'EHU, justement. Ouais, donc, et ça ne peut pas couvrir tout l'Ouest, c'est pas possible. Non, ça peut pas, c'est impossible. Donc il faut multiplier les centres de traitement des AVC, les Stroke Center, et il faut former des neuroradiologues, il faut des salles de cathétérisme un peu partout. Les handicaps, bon, il y a beaucoup de décès, et les handicaps, énormément d'handicapés, justement, ça entraîne des handicaps, coûtent très cher aux assurances maladie. Donc aller faire une thrombectomie, par exemple, ça coûterait nettement moins cher que la prise en charge d'un handicapé dû à l'AVC. Dû à l'AVC. Donc ça coûterait moins cher aux assurances maladie. Alors non seulement ça coûterait moins cher au malade lui-même, puisqu'il va récupérer, il ne sera pas handicapé, mais en plus sur un plan du coût, ça coûterait moins cher. Alors, et comment déjà prévenir cet AVC? Comment on peut délimiter, on va dire, l'AVC? Ischémique, on parle d'ischémique. L'hémorragie, j'en parle pas parce que c'est autre chose. C'est pas très fréquent, mais c'est autre chose. Alors, l'AVC ischémique, la prévention d'un AVC ischémique passe par le traitement d'une hypertension artérielle, le traitement d'un diabète, le traitement d'un cholestérol élevé, la fibrillation atriale dont j'ai parlé tout à l'heure, en donnant des anticoagulants, bien sûr, par l'activité physique, par l'arrêt du tabagisme, parce qu'il y a beaucoup d'obèses. Oui. L'obésité aussi, c'est un gros facteur. La réduction de l'obésité. Oui, c'est un gros facteur de risque. Donc une alimentation équilibrée de l'activité physique permet donc à la personne de maigrir, de diminuer son poids, parce que c'est un facteur de risque d'un AVC. Et puis après, pour limiter les dégâts dus à l'AVC ischémique, il faut aller rapidement aux urgences. Il faut se faire cette injection de thrombolytique. Et sinon, si ça existe, si ça existerait, je l'espère dans le futur, faire des thrombectomies. Alors moi, ce que je fais, parce que moi, je suis chirurgien vasculaire. Oui, ma plus grosse activité
actuellement, c'est à opérer les carotides. Alors la carotide, c'est le gros vaisseau qui perfuse le cerveau. Et la pathologie carotidienne est en cause dans 30% des cas d'AVC ischémique. 30% des cas. C'est beaucoup, non? Oui, c'est énorme, bien sûr. C'est pour ça que c'est ma plus grosse activité. J'en opère beaucoup. C'est mon activité la plus importante actuellement. Donc on est tombé sur la bonne personne. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pas plus qu'avant-hier, j'ai opéré 4 carotides le même jour, 4 sténoses carotidiennes le même jour. Alors sténose, ça veut dire rétrécissement d'une artère qui perfuse le cerveau, qu'on appelle la carotide. Et donc chirurgicalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir et on va enlever toute cette plaque qui est pleine de cholestérol, de lipides et tout, et on va l'enlever. Ouais. Voilà, pour que ce rétrécissement n'aille pas jusqu'à l'occlusion totale. Voilà. L'occlusion totale, c'est fini, c'est terminé, on ne peut plus opérer. Voilà, donc on fait de la prévention. Bien sûr, cette intervention peut présenter un certain nombre de risques, il y a 2% de risque à peu près, mais ce 2% de risque est largement, mais très largement inférieur au risque que peut donner une sténose très serrée chez un patient, risque d'AVC ischémique. Donc, avantage et inconvénient, il faut se faire opérer de sa carotide lorsqu'elle est rétrécie, lorsqu'elle est pleine de cholestérol. Il ne faut pas hésiter à aller se faire une échographie Doppler, bien sûr. Oui. Normalement, un diabétique, un hypertendu doit se faire régulièrement une échographie. Et surveiller sa santé aussi. Et voilà, c'est une échographie Doppler de ces artères cervicales. Et dès qu'il y a une artère qui est rétrécie et qui peut, si on le pense, peut donner un AVC ischémique, il ne faut pas hésiter à aller chez le chirurgien vasculaire, comme moi par exemple, pour se faire opérer de sa carotide malade. Très bien. Alors, on revient à un point d'ailleurs que vous avez évoqué qui est très important, quand vous avez dit qu'il faut faire des check-up, il faut aller consulter. Alors, nous, les Algériens, en général, on délimite notre visite chez le médecin, que ce soit un médecin généraliste ou alors un spécialiste. Donc, et on y trouve aussi qu'il y a des hypertendus qui ne prennent aucun traitement. Alors, que pensez-vous de ces personnes-là qui ne prennent pas de traitement contre l'hypertension et qui, on va dire, ça entraîne quand même des répercussions très dangereuses, parce que là, l'hypertension, elle s'attaque au rein, elle s'attaque au cœur, elle s'attaque au diabète, elle s'attaque à tout l'organisme, on va dire, il est complètement dérouté. Donc, qu'avez-vous à nous conseiller sur ça? Ceux qui ne prennent pas leur traitement antihypertenseur sont des inconscients. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mauvaise observance thérapeutique. Effectivement. Qui existe un peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a une étude britannique qui a montré que 50% des malades hypertendus ne prennent pas leur traitement. Britannique, en Angleterre. Alors que ça reste en Algérie. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de malades qui ne prennent pas leur traitement antihypertenseur. Il y a beaucoup de malades qui n'ont pas leur carte Chifa, qui n'ont pas les moyens d'aller acheter des antihypertenseurs. Surtout qu'avant, l'hypertension artérielle était remboursée à 100%, maintenant elle n'est remboursée qu'à 80%. Donc il y a des malades qui ne peuvent pas se payer ces 20%-là, les 20% restants. Donc par conséquent, il y a des problèmes sociaux, sociétals, et des problèmes de personnes. De personnes, oui. Effectivement, oui. Qui ont un certain déni. Voilà, il y a des personnes qui refusent déjà d'aller chez le médecin. Alors même si ce sont des personnes qui sont, on va dire, intellectuelles, hein, parce qu'on ne trouve pas uniquement des personnes qui ne savent pas écrire, qui ne sont pas intellectuelles, etc. Et qui ignorent justement même l'existence de cette pathologie. C'est le déni de leur maladie. Il y a certains qui n'acceptent pas qu'ils soient hypertendus et qui se disent non, moi je ne suis pas hypertendu. Il y a 2 ou 3 jours, il y a quelqu'un qui est venu à ma consultation et qui m'a dit je prends ma tension artérielle tous les jours, alors que le cardiologue m'a donné un antihypertenseur, mais je ne le prends plus parce que je suis pas, à chaque fois que je prends ma tension, elle est normale. Je lui dis ok, on va vous prendre la tension maintenant. Je l'ai trouvée à 18. Non. Ouais. Attendez, est-ce que alors on a tous des tensions. À 18, 11 ans en plus. Hein. En plus, la minima, elle est très élevée à 11 ans. Alors, mais comment vous expliquez ça? Parce qu'on a tous des tensiomètres à la maison. Mais peut-être lui-même, peut-être qu'il ne sait pas prendre sa tension artérielle, peut-être qu'il la prend avec la méthode archaïque d'avant, c'est-à-dire un petit stéthoscope qui ne marche pas très très bien peut-être, un brassard qui ne comprime pas très bien son artère du bras, et il pense que sa tension est basse. Alors que maintenant, la tension, elle se prend avec les tensiomètres électroniques.
Oui, voilà. Ouais. Alors, votre dernier mot, on va dire, et votre dernier, on va dire, conseil pour Alors, tous les Algériens, même s'ils ne sont pas malades. Hein. Mon conseil, c'est que je dirais à tous les Algériens que l'AVC ischémique, ce n'est pas une fatalité, que c'est un problème de santé publique, mais que ce n'est pas une fatalité, que ça peut être prévenu, qu'il y a des mesures préventives qui sont bien connues, bien claires, qu'il faudrait suivre, qu'il faudrait respecter. Et si malheureusement il y a un signe d'alerte qui survient chez vous, n'hésitez pas un instant pour aller aux urgences et que peut-être vous allez totalement être guéri par l'injection de ce thrombolytique, de ce médicament qui permet de dissoudre le rein. Je dirais encore que pour les malades qui ont des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, le cholestérol, etc., il ne faut jamais hésiter d'aller contrôler par une échographie Doppler leur carotide. Parce qu'on peut très bien opérer une carotide, elle prévient, pas de 100%, mais elle prévient de 90%, 95% la survenue d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Voilà ce que je dirais à tous les Algériens. Voilà mes conseils. Merci beaucoup, Mohamed Najib Bouayed. Je le rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, de nous expliquer aussi sur l'AVC ischémique. Alors, on aura certainement à vous appeler pour d'autres pathologies, parce qu'il y a beaucoup de pathologies dont on ignore. Des fois, on est fatigué, des fois, et c'est le cœur qui est un petit peu, on va dire, touché d'une certaine façon. Et comme vous êtes le spécialiste des cœurs, donc on aura certainement à vous inviter pour parler sur des pathologies qui touchent à cet organe vital. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, mais je ne vais pas vous lâcher facilement, puisque je vais vous emmener avec moi à visiter 3 belles villes de l'Ouest. L'une d'elles, vous en êtes originaire, Tlemcen, Mostaganem, Oran. Restez avec nous.
très belle balade à travers 3 villes de l'Ouest et pas n'importe quelle ville aussi algérienne, surtout que toutes les villes algériennes sont très très belles. Alors et cette fois-ci, nous avons jeté notre dévolu sur Tlemcen, Mostaganem, Oran, pour vous mettre un petit peu dans le parfum de l'architecture et de l'urbanisme, puisque en cette matinée, il sera question de parler avec Madame Amara Bekouche. Alors elle est professeure à l'université d'architecture et d'urbanisme de l'USTO, Mohamed Boudiaf. Alors accompagnée de Jilali Tahraoui. Alors lui aussi, il est professeur d'architecture à l'université des sciences et technologies, Mohamed Boudiaf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'il sera question de parler d'un ouvrage. On va vous présenter un nouvel ouvrage de Madame Amara Bekouche. D'ailleurs, c'est l'urbanisme écologique, enjeux et limites, une anthologie. Alors, on va poser plein de questions à nos invités pour connaître un petit peu justement l'urbanisme écologique. Alors, il est un petit peu très différent de l'urbanisme classique qu'on connaît tous. Donc, on va en savoir un peu plus. Bonjour, mesdames, madame, monsieur. Bonjour, Eman. Ça va? Ça va Bonjour. très bien. Merci. Très bien, merci. Merci. Très Merci contente. à vous. D'ailleurs, j'ai un petit penchant vers les architectes généralement. Ça se lit dans l'introduction. Effectivement, voilà. J'aime tellement cette spécialité. Donc, voilà. Alors, Madame Amara Bekouche, vous avez fait un nouvel ouvrage dont l'intitulé est L'urbanisme écologique, enjeux et limites, une anthologie. Alors, votre ouvrage s'intitule tel quel. Qu'est-ce qui vous a poussé à rassembler ces réflexions? Merci beaucoup. Je voulais juste quand même apporter un petit correctif. Je suis professeure retraitée. D'accord. Mais de toutes les façons, les architectes, ils ne prennent jamais de retraite. Hein. Oui. Ni les architectes, ni les médecins d'ailleurs. La preuve, notre Effectivement, la preuve, voilà, l'ouvrage, il est magnifique d'ailleurs. Je vais vous poser justement la question après. J'allais dire une phrase, mais je ne vais pas la dire parce que je vais la poser en question. Voilà l'ouvrage de Amara Bekouche. D'ailleurs, tous les architectes, tous les urbanistes aussi, vous connaissent. Hein, Oui, alors quand j'ai dit Amara Bekouche, donc on m'a dit « Ah, elle sera votre invitée ». Oui, effectivement, elle est là, elle est présente avec nous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rassembler ces réflexions, et spécialement aujourd'hui? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et je remercie aussi mon éditeur et, Oui. et mon ancien étudiant d'avoir accepté. Et c'est là où on dit que nos étudiants font mieux que nous. Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire les générations. Alors vous dites que l'élève dépasse le maître, Oui. c'est ça? Non, Oui. c'est pas le cas. Là. Non, c'est pas le cas. On a toujours besoin du dépasse. maître. Hein. Oui, oui. Disons que ça fonctionne comme dicton. Oui, Oui. c'est ça. Voilà. Donc, je vous remercie. Je voulais quand même préciser quelque chose concernant ce livre avant de rentrer dans le sujet. Il est illustré, la couverture est illustrée par une artiste qui est aussi connue. C'est Faiza Jelloul, que je remercie d'avoir accepté parce que c'est moi qui ai proposé ce choix. C'est magnifique. Alors voilà, et puis c'est une artiste qui est donc bien connue maintenant, même sur le plan international, Oui. et je m'arrête là. Bien, ça fait J'espère plaisir. qu'elle passera, peut-être un jour, qu'elle acceptera de Pourquoi venir pas? présenter. C'est avec un énorme plaisir qu'on la reçoit sur le Bonjour d'Algérie c'est- à Oran. Oui. Donc c'est un grand plaisir pour moi qu'elle ait accepté d'illustrer cet ouvrage, c'est-à-dire qu'elle a quand même cautionné mon travail. Je voulais aussi quand même évoquer le nom. Cet ouvrage est dédicacé à un ancien collègue, Allah yarhamou, Jamal Qaddah. Pourquoi Jamal Ah oui, Qaddah? là, Oui. ça fait Parce quelques que- années. Hein. Oui, ça fait quelques années. C'était mon collègue et il m'avait offert un livre culte de François Chouet qui est L'urbanisme, utopie et réalité. Et j'ai pris ce livre comme modèle, c'est-à-dire je l'ai suivi et c'est ça qui a donné cet ouvrage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le mot écologique. Voilà, Alors, justement. Voilà. Alors l'écologie,
C'est un domaine qui est très à la mode hein, maintenant, l'écologie, tout le monde en parle. Et moi, j'y suis venue un peu par hasard, pas par hasard, si on cherche un petit peu. Pendant les années 80, il y avait des coopérants chez nous, qui sont en général des pays de l'Est. Et j'ai fait un magistère avec un Russe, Taras, il s'appelait Taras, et c'est lui qui m'a suggéré de travailler sur les espaces verts. Il m'a dit les espaces verts, c'est un très grand problème Oui. dans le monde, et en Algérie en particulier. Surtout actuellement, Eh oui, eh oui. avec, on va dire, l'invasion des bâtiments, Du comme béton. des buildings, Oui. alors à 14, 18, 20 Oui, étages. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est Et ça, le sans problème. espace vert Oui, aussi, oui. Donc c'est ça le problème de l'écologie. C'est-à-dire c'est une arme à double tranchant. C'est pour ça on dit enjeu et limite. Les enjeux, c'est de faire loger les gens, c'est bien, tout le monde doit avoir son appartement, mais le problème, c'est qu'il faut pas aller sur les terres qui sont fertiles. Donc comment, c'est un petit peu un problème très difficile, urbanisme très difficile à résoudre. D'un côté, on dit qu'il faut densifier, et densifier, tout le monde n'est pas d'accord. Les gens, un petit peu les uns sur les autres, on n'aime pas ça. Oui. Par contre, ce qu'il faut aller faire, justement, c'est laisser des espaces ouverts pour que ça soit vert. Parce qu'on ne peut pas densifier sans mettre de la verdure. Et c'est là où ça devient, disons, très difficile à vivre. Donc, voilà un petit peu ce qui m'avait amené. Et là, dans l'anthologie, mon but, parce que le livre s'adresse aux étudiants. Justement, bien sûr, d'abord, j'allais vous poser la question, vous ciblez qui en écrivant cet ouvrage? Oui. D'abord, c'est un peu tout le monde, parce que l'écologie, comme je dis, c'est un mot qui est rentré dans les langages courants. Ça peut intéresser tout le monde, mais c'était aussi adressé aux étudiants, puisque j'ai enseigné donc, en architecture. Donc, mon premier but, c'est que ça soit un ouvrage pédagogique. Et dans cet, disons, objectif, j'ai illustré l'ouvrage par quelques architectes internationaux qui ont essayé de pratiquer ce qu'on appelle l'architecture et l'urbanisme écologique. Et comment j'ai fait pour choisir ces architectes? Justement, Oui, oui. voilà. Pour me faciliter la tâche. Est-ce que c'est à travers Medinati? Peut-être que de façon un petit peu... Indirecte? Oui, indirecte. Medinati, elle a joué un rôle, bien sûr. Medinati est une revue, d'ailleurs, que vous allez montrer, qui a Oui. de très grande qualité. Effectivement. C'est pas moi qui le dis, c'est pas parce qu'il est là, mais je pense que c'est dit un peu partout. Non, d'ailleurs, on l'a présenté il y a quelques années. Et Oui. puis, ce qui avait capté, on va dire, notre attention sur justement Medinati, c'est que ça abordait tout ce qui est en relation avec l'architecture, tout ce qui est en relation avec l'urbanisme, tout ce qui est en relation. Et à chaque fois, il évoquait un ou Une deux, thématique, oui. voilà, une thématique bien précise, mais aussi des architectes, Absolument. justement, algériens. Oui, Beaucoup plus. absolument. C'est ça. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention et ça fait des années. Hein. Ça fait Donc, plaisir, est-ce que vous vraiment. pouvez nous parler un petit peu de Medinati avant de revenir vers Oui, vous? bien sûr, oui, oui. Ça fait vraiment plaisir que vous ayez retenu. Ça m'a marqué. Oui, oui, retenu cette caractéristique, disons, de notre ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est ça, c'est-à-dire faire traiter des sujets et des thématiques et qui ont un lien direct ou indirect avec la ville et tout ce qui fait la ville. Quand on dit la ville, nous, on n'est pas vraiment restrictif, c'est-à-dire c'est pas juste le cadre bâti, c'est pas juste le bâtiment, c'est le bâtiment, les habitants, aussi les espaces extérieurs, les espaces verts, d'où ce lien. Et d'ailleurs, professeur Bekouche nous a gratifié avec plusieurs articles hein, Oui. sur J'ai Medinati. vu, j'ai remarqué. Donc il y a une tradition de collaboration entre nous deux. Et ça me permet de rebondir sur le contexte, les conditions de l'édition du livre. Parce qu'à la base, Medinati, on a créé une société d'édition juste pour la revue Medinati. Et à un certain moment, on a senti un besoin d'éditer un livre sur Oran, donc le guide architectural, vous vous rappelez aussi, Oui, sur Oran. oui. On l'a fait avec notre ami enseignant aussi à l'USTO,
Taïbi Mohamed El-Amin, et un autre architecte, un jeune architecte, Smaïl Omar. Donc on l'a fait à 3. C'était notre première édition de livre. Mais pour notre première édition de livre de quelqu'un qui est externe à Madinati, ça a été donc la proposition de Madame Amara Bekouche, qui nous a fait confiance. Et c'est venu tout à fait par hasard. Hein. C'est au cours d'une discussion, on a échangé. Et puis tous les deux, on a accepté de vivre c'est une après aventure. une bonne discussion que jaillit la lumière, Absolument. voyons, hein. Absolument. Absolument. Et donc, la confiance était de mise et ça nous a permis de vraiment d'avancer sereinement. Parce que, je dis sereinement parce qu'il fallait du temps. L'édition nous a pris 1 année. Alors que la préparation du livre, Amara Bekouche me disait il y a quelques jours que ça lui a pris plus de 10 ans. C'est-à-dire le livre a pris dans sa préparation plus de 10 ans et l'édition 1 année. Donc c'est pour ça que je parle de patience et de sérénité où vraiment s'il n'y a pas de confiance, donc ça ne peut pas marcher. Et on est vraiment très très content, à la fois content et fier d'avoir pu sortir ce produit, cet ouvrage, et maintenant qui est demandé un peu partout. Hein. On est contacté à l'Est, à l'Ouest, il y a beaucoup de personnes. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet. Ça peut être un support justement de soutenance, un support de sujet de soutenance, un support aussi on va dire de sujet en général, hein, parce que l'écologie est très d'actualité actuellement. Donc je vous repose toujours une question à vous, Monsieur Gilles El Tahraoui. Donc vous avez modéré la présentation de cet ouvrage. Quels sont les éléments clés que vous avez retenus? Il faut d'abord signaler que nous avons présenté l'ouvrage à 3 reprises, plutôt 4. Il y a une présentation qui s'est faite un peu, pas au grand public, mais à un monde universitaire à Sétif par professeur Bekouche qui a été invité donc à Sétif par rapport à ça. Et nous avons la première présentation, comme de tradition, nous la faisons toujours à l'Usto, dans l'amphi Jamal Eddin Qaddah, voilà, en mémoire à notre ami. Et la deuxième, on l'a faite à Moustaghalem, donc pas très loin. Et la troisième, ça a été la semaine passée au C2S, une bibliothèque qui risquait de fermer et qui a rouvert ses portes. Et nous, on s'est dit, voilà, pour encourager cette bibliothèque, donc on va présenter l'ouvrage sur place. Et ça a été très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un public un peu, j'allais dire, hétérogène. On avait la chance d'avoir plusieurs spécialités. On avait des sociologues, des poètes, on avait aussi des économistes qui, eux, tous, ont réagi à la problématique. Après la présentation de Madame Bekouche, donc qui a duré une 30aine de minutes, il y a vraiment, elle a fait face. Ouvert le débat. Oui. Absolument, un débat très enrichissant où chacun venait avec sa propre vision, avec sa propre spécialité, alimenter cette problématique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, en conclusion du débat, on se rend compte que l'écologie ou bien l'urbanisme écologique n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est-à-dire c'est pas on va augmenter dans le standing, c'est pas une voiture qu'on achète et on va se dire est-ce qu'elle a l'option climatisation, non, là l'urbanisme est une nécessité, elle est une nécessité actuellement, une nécessité internationale. D'autant plus pour nous que nous sommes considérés pays du Sud, pays chaud. Donc il y a un deuxième aspect, c'est que l'écologie a toujours existé chez nos ancêtres. C'est-à-dire nos ancêtres, dans leur vie quotidienne et dans leur mode de construction, ils avaient le réflexe écologique sans le savoir, sans le définir. Ils le savaient, ils savaient qu'ils faisaient quelque chose, mais sans le définir. Il n'y avait pas beaucoup de gaspillage d'eau, il y avait les espaces verts. Ils choisissaient les espèces
Oui. D'ailleurs, De plantes, oui, oui. oui, je pense que vous le savez aussi dans votre entourage, dans la famille, les anciens, quand vous leur dites quelque chose, par exemple, je vais planter un palmier ici, il va tout de suite réagir. Non, c'est pas le palmier qui va aller, Il c'est faudrait, peut-être l'olivier, c'est peut-être. Voilà. Ouais. Donc, ils avaient une connaissance Exactement. par rapport aux plantations, par rapport à l'écologie en général. Chose Et qu'on dans la ne construction. retrouve plus maintenant. qui se Absolument. perd, oui. Et dans la construction, ils construisaient vraiment de manière écologique, vraiment. Je ne sais pas si je peux enchaîner Oui, pour plutôt souligner la valeur de l'ouvrage. C'est que pour l'anthologie, Madame Bekouche retrace la vie et l'œuvre de pas moins de 27 architectes dans le monde. Et sur les 27 architectes, elle choisit quelques architectes qui ont un lien avec l'Algérie. Oui, voilà. Voilà. Donc, elle se rapproche tels que Hassan Fethi, Fernand Pouillant, Ravero. et André Ravero. Donc, des architectes qui s'intéressaient à l'Algérie, qui ont construit en Algérie et de manière assez spéciale, donc, Effectivement, qui mérite notre attention. Et un deuxième point que je juge, et ça a un rapport avec votre première question par rapport aux utilisateurs de cet ouvrage, le deuxième point, c'est qu'il y a vers la fin du livre pas moins de 30 pages. Oui. 30 pages de références. Oui. Références avec le nom de l'auteur, l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or pour tous ceux et celles et toutes celles qui s'intéressent au sujet, qui veulent faire des lectures, qui veulent faire des Des recherches. recherches, effectivement. Voilà. Donc, Donc, vraiment, c'est un ouvrage qui vient à temps, enrichir un peu le débat sur l'écologie. Et il a le mérite d'être édité chez nous, et puis avec des exemples locaux. Voilà. très bien. Alors, d'ailleurs, quand on parle de l'urbanisme écologique, donc il y a une très grande différence entre l'urbanisme classique, on va dire, et en relation directe avec l'urbanisme classique. Et Tahraoui a évoqué l'urbanisme d'antan, c'est-à-dire nos ancêtres ils choisissaient, on va dire, leur construction, donc en mettant En ayant le œuvre, réflexe en ayant écologique. le réflexe écologique Oui. et en ayant aussi le réflexe d'un espace vert autour d'eux. D'ailleurs, on y trouve des maisons, les anciennes maisons, d'ailleurs, on les trouve avec des jardins, avec des espaces verts, avec autour dans les quartiers, il y a des jardins, etc. Et actuellement, d'ailleurs, on voit que des résidences en béton, fermées, pas de jardin, pas d'espace vert, pas d'oxygénation naturelle. Alors, que pensez-vous de tout cela? C'est-à-dire, comment y remédier à ce fléau, justement, puisque vous parlez dans cet ouvrage sur l'urbanisme écologique. Et c'est très important d'ailleurs. Oui, et le problème n'est pas simple, c'est un problème très complexe. Et pour les pays développés qui étaient aussi obligés de densifier, de quantifier, il fallait construire le nombre de logements et ne pas s'étaler, voilà, éviter. Ils ont inventé ce qu'on appelle le jardin vertical, c'est-à-dire tout l'immeuble est habillé de... Mais ça coûte de l'argent. Et Voilà. c'est ça les limites un petit peu de l'écologie, c'est-à-dire qu'on va un petit peu favoriser les riches. Eh oui. Alors qu'il y a plus de pauvres que de riches. Et ce que moi je voulais appeler un petit peu, c'est faire le contraire. Les riches, ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes, ils savent quoi faire. Effectivement, voilà. oui, oui. Mais on doit un petit peu voir ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Et plus, c'est un peu la philosophie de Hassan Fethi qui a écrit un livre, Construire avec le peuple, qui a créé. Donc, c'était un petit peu cette démarche écologique où on fait participer les gens. Il y a eu plusieurs solutions. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Ça, ce sont des questions politiques. Est-ce qu'on est prêt? Ou bien on laisse les gens vivre dans des taudis et ça crée d'autres problèmes. Ça crée des problèmes sanitaires s'il faut prendre en charge. Donc, et
Et tout ça, ça peut avoir des contagions. Donc ça, c'est un problème important pour tout le monde. C'est-à-dire, si dans mon environnement, il y a quelqu'un qui est malade, il va me transmettre sa maladie. Donc l'urbanisme écologique, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pensons aussi aux pauvres. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans ce livre. Le choix des architectes ici, ce sont des architectes d'abord que j'ai choisis parce qu'ils ont eu un prix. C'était pour moi, pour un argument, disons, pour dire voilà pourquoi je les ai choisis. C'était pas un peu personnel, c'était ils ont un prix, donc ils ont quelque chose à nous dire. Une distinction. Voilà, une distinction. Et parmi eux, il y a bien sûr, il a cité Ravero, qui lui aussi a fait des ouvrages sur l'architecture algérienne, et Ibadit en particulier. Il a appelé ça une leçon d'architecture. On n'a pas besoin de climatiseurs dans ces logements. Effectivement, hein, parce qu'il y a des logements d'ailleurs ici à Oran. Moi, je parle d'Oran parce que je connais très bien la ville. Quand on évoque le quartier Plateau, d'ailleurs, leurs appartements, ils ne sont pas dotés de climatiseurs puisqu'ils ont un courant d'air incroyable. Voilà. Donc, voilà, c'est dommage parce que on arrive à la fin de notre entrevue et ça nous a fait vraiment plaisir. Merci. Alors, il faut que je corrige juste une petite phrase que j'ai dite il y a un petit moment. Quand je parle de résidence, parce que quand je parle de résidence, c'est beaucoup plus tout ce qui est privé quand ils construisent des résidences, etc. Parce que l'État, quand elle a commencé son projet de l'ADL, son projet de LPA, etc., elle a fait un projet de mettre des jardins autour de ces habitations. Donc, il faut contrôler le privé beaucoup plus. Voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais rajouter d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Amara. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, un honneur pour nous. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup, Gilali Tahraoui. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit à chaque fois. Et longue vie à Medinati. Merci à vous. Très bien. Alors là, je vais vous emmener faire un petit tour. On peut quand même se souhaiter bonne fête parce qu'on est dans la semaine de la fête de l'indépendance, et de la jeunesse. 4e année de l'indépendance de l'Algérie. Et de la jeunesse aussi. Et de la jeunesse, effectivement. Voilà. Donc, on a arraché cette liberté, on l'a arrachée. Donc, million shahid a donné de leur sang. D'ailleurs, ils ont donné de leur sang pour nous jouissons de cette liberté. Rabbi yarhamhum, et puis voilà, Allah yarham shuhada. Alors, quand on parle justement de jardin, d'urbanisme écologique et tout, d'ailleurs on en a un, c'est au village olympique où ils ont instauré, où ils ont mis. Alors, vous savez, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré d'ailleurs. Ils ont mis des dinosaures dans un grand jardin. Donc, on dirait, je vais évoquer un film, d'ailleurs, Jurassic Park, d'ailleurs, moi, je le dis. Et merci beaucoup à Yasmine Amri qui s'est déplacée pour nous ramener ce sujet. Des regards émerveillés, des sourires et parfois même un peu d'appréhension. À Oran, les visiteurs plongent dans l'univers fascinant des dinosaures. Dès les premiers pas dans l'exposition, les enfants découvrent ces géants de la préhistoire qu'ils ne connaissaient jusque-là qu'à travers les livres, les documentaires ou les écrans. Une immersion qui captive autant les plus jeunes que leurs parents. Je suis venue pour voir tous les dinosaures qui sont vrais et celui qui m'a impressionné le plus, c'est le brontosaure. C'est celui qui est le plus grand dinosaure. Et on dirait des vrais dinosaures et tellement ça m'a impressionné que j'ai voulu rester ici. C'est la première fois que je vois des dinosaures assez réalistes et c'est magnifique. Je suis venue pour voir les dinosaures et j'adore l'ambiance. On a vu les dinosaures juste c'est-à-dire en film ou bien s'il y a des histoires ou bien comme ça. Donc ici, on a voir comme la réalité presque à 100%, simulation 100% en réel. Cette exposition invite le public à remonter plusieurs millions d'années en arrière
À travers des reconstitutions saisissantes et un parcours immersif, les visiteurs explorent le monde des dinosaures tout en découvrant l'histoire de la Terre. Une manière originale d'allier divertissement, apprentissage et sensibilisation au patrimoine naturel. C'est quelque chose de beau. On est ravis avec nos enfants. C'est très beau dans un petit vaste paradis. On est en train de voir que c'est grandeur nature. Et franchement, pour les enfants, c'est quelque chose de très très bien. Connaître des trucs, bon, ça c'est des fossiles qui ont été, on va dire, en parenthèse, remis sur pied pour pouvoir les voir en grandeur nature. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait assez facilement, donc les enfants ne peuvent pas l'imaginer aussi facilement que ça, que maintenant le voir. On est venu aujourd'hui pour voir cette disposition des dinosaures. C'est beau, c'est génial. Réunissant les reproductions de 17 espèces de dinosaures, cette exposition invite les familles à découvrir l'univers fascinant de la préhistoire. À travers cette initiative, le village méditerranéen poursuit sa volonté de proposer des activités de loisirs variées et de diversifier son offre de divertissement. Bien plus qu'une simple visite, cette exposition offre une véritable parenthèse hors du temps, une expérience qui éveille la curiosité, nourrit l'imaginaire des enfants et séduit déjà de nombreuses familles oranaises. Moi, je parle toujours avant d'être en direct d'ailleurs. Et là, c'est qu'on évoquait des souvenirs, voilà, d'antan, avec nos caméramans, nos cadreurs que je salue, qui sont là depuis tout à l'heure, depuis vraiment très très tôt en matinée. Je les remercie pour, pour le rendement qu'ils font et pour le travail très assidu qu'ils font. Donc, merci beaucoup à vous, nos cadreurs. Hein. Et comme je l'ai annoncé tout au début, la nutrition est à l'honneur en cette matinée. Et puis l'été rime souvent avec vacances, détente, glace, fraîcheur. Et bien sûr, quand on prend des vacances, donc on fait des écarts, on ne fait pas attention. Et les enfants sont vraiment frappés. Exactement. Lourdement frappés. Donc, c'est ce qu'on va discuter avec notre nutritionniste. Elle est docteure en nutrition, Madame Betoul Ralbi. Bonjour. Bonjour. Ça bonjour, va? Inès. Ça va très Vous bien. allez bien? Ça va très bien et vous? Merci. Très bien, pour merci. l'invitation. Riba. Oui, bon, ça me manque le plateau. Ben, ça va, on est là. Hein? Oui. Très Alors, bien. oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'été modifie réellement l'alimentation des enfants? Des enfants, Comment exactement. il la modifie? Alors, Imen, déjà, ce sujet, il est très important. Ça touche une population très sensible, les enfants. Et quand on dit enfants, quand on parle des enfants, c'est à partir de 6 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire, parce que déjà, la nutrition infantile, c'est vraiment... Elle est spéciale. Elle est spéciale, elle est différente par rapport à la nutrition des adultes. Très différente. Voilà, différente, que ce soit par rapport aux apports alimentaires, les besoins, la courbe de croissance. Donc vraiment, elle est vraiment... Parce qu'ils sont en pleine croissance. Exactement, ils sont en pleine croissance. Donc, justement, par rapport à la nutrition, on ne parle pas de ce qu'on est en train de manger par rapport, c'est-à-dire par rapport à l'assiette, mais plutôt des programmes. On parle de programmation métabolique, surtout dans la saison estivale. Donc, il va y avoir un changement. Aliments transformés, et qui dit aliments transformés, on ne parle pas d'aliments trop sucrés, on parle de pièges métaboliques. C'est des calories vides. Et quand on parle des calories vides, c'est-à-dire c'est des aliments qui n'apportent aucun minéral, aucune vitamine, aucune fibre. C'est-à-dire c'est des aliments qui vont mettre le corps sous un pic d'énergie, un pic de glycémie. Par la suite, hop, montée de la glycémie après une chute. Donc pendant toute la journée, imaginez le petit déjeuner, croissant, viennoiserie, boost d'énergie, pic de glycémie. À midi, la même chose, des pizzas, des fast-food, on est dehors, on déjeune dehors. La collation de l'après-midi, pâtisserie, gâteau, on teste ce resto, on teste ça, on fait une petite sortie. Le dîner, voilà, le grignotage en famille, surtout, c'est les vacances, donc on est tous réunis, donc on grignote, on ne contrôle pas nos émotions.
surtout, veille très tard. Voilà. aussi. Et surtout, les enfants sont tentés. C'est ça le truc. C'est-à-dire, C'est la quelqu'un qui, tentation en été, c'est vrai. quelqu'un qui est adulte, qui est sage, qui sait que c'est-à-dire, cette alimentation, elle est, on va dire, nocive, elle est mauvaise par rapport à sa santé. Mais un enfant, il peut pas. Il est tenté. Oui, mais attendez, même Oui. les adultes. Hein, Mais, devant bon, une on bonne parle de glace, certaines on peut pas catégories. se contenir, hein. Voilà. Donc là, c'est-à-dire, c'est ce qui pose vraiment un sérieux véritable problème. Hein. Donc, c'est-à-dire, surtout après l'âge de 8 ans. C'est-à-dire, ce que je remarque en Oui. consultation, je reçois énormément c'est-à-dire de parents, bien d'enfants en consultation. Après l'âge de 8 ans, hop, ça commence les problèmes métaboliques, le surpoids, avec la sédentarité aussi. N'oubliez pas, Imen, que la sédentarité, elle a un problème, enfin dire, c'est un facteur de risque, que ce soit de maladies Très élevé cardiovasculaires. d'ailleurs. Oui, Très que ce élevé. soit de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de surpoids, de résistance à l'insuline, pas mal d'autres problèmes. Et même les enfants, c'est-à-dire Kingoulou, avant, ça fait vraiment des années, le diabète, on connaît que le diabète type 1 chez les enfants. Et Effectivement. bien maintenant, même la résistance à l'insuline, c'est dû à la mauvaise alimentation. C'est un sérieux problème, hein. Franchement, c'est-à-dire surtout après l'âge de 8 ans, comme je vous ai dit. Donc ça commence les troubles métaboliques, le manque d'activité, le grignotage, l'alimentation transformée. Et là, le rôle des parents intervient. C'est-à-dire les parents sont les premiers responsables Surtout, parce que quand on parle d'enfants, oui. donc ils ne sont pas majeurs, donc Oui. ils sont sous la tutelle et sous le contrôle, on va dire, des parents. Donc il faut faire très attention parce que les parents sont quand même en très grande, Donc même les parents responsabilité, ben justement. Et à ce moment-là, on parle d'éducation nutritionnelle humaine. C'est pas prise en charge personnalisée. Plutôt, c'est une éducation avec toute la famille, surtout la maman. Voilà. C'est-à-dire la maman, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui prépare les repas, c'est elle qui présente quand les elle repas. se dit ah non, Donc, aujourd'hui on va faire des frites, alors et on se retrouve avec tous les jours des frites. Voilà, tous les jours des frites. Ou alors donc des sandwichs, ou alors des tacos, ou alors des pizzas, ou alors non. ça, ce ne sont pas une alimentation équilibrée. Donc on essaie d'aller vers une éducation nutritionnelle, on essaie de convaincre l'enfant ou bien la maman, c'est-à-dire au lieu d'aller acheter un biscuit industriel ou bien un jus industriel, on le prépare à la maison. Si elle ne peut pas le préparer à la maison, un petit snack, un fruit, chocolat noir, par exemple une petite tartine de pain complet avec du fromage nature, avec des graines. Il faut aussi bien présenter l'assiette, hein, parce qu'un enfant, voilà, ça donne envie. Voilà, on parle de de tout ce qui est plaisir hédonique, présentation de l'assiette, ça compte vraiment. C'est-à-dire un enfant, quand tu lui présentes par exemple une petite salade avec des carottes râpées, colorées, betteraves et tout, donc ça donne envie de manger des crudités. Voilà, de crudités. Donc voilà, il faut toujours bien présenter l'assiette. Il faut faire un petit effort concernant tout ce qui est recette, on va dire, si l'enfant il aime bien tout ce qui est liquide, on opte vers tout ce qui est smoothie frais, tout ce qui est truc, c'est-à-dire coloré. S'il aime bien les salés, on opte vers des recettes plus salées, healthy à la maison. Et même c'est-à-dire, Imen, j'ai remarqué à Oran, je sais pas si, à Oran précisément, il y a des restos healthy, des restos, par exemple, un sandwich à base du pain complet. Effectivement. De fromage, par exemple, fromage. Et ça commence à prendre du terrain. Voilà. Du terrain, c'est une excellente initiative que petit à petit les gens sont devenus, on va dire, bien conscients par rapport à cette alimentation. Et même si on mange dehors, on essaie de sélectionner le plat de nos enfants. Par exemple, je compose une assiette de légumes, d'escalopes grillées, par exemple un peu du riz ou bien du pain. On demande du pain complet. D'ailleurs, même il y a la disponibilité maintenant au resto. C'est disponible. Voilà, mieux que d'aller acheter, par exemple, de commander des pizzas. Après, toujours, Imen, il faut toujours rester dans l'équilibre. 80% alimentation équilibrée et 20% plaisir. Il ne faut pas, d'ailleurs, justement, il ne faut pas mettre une pression, c'est-à-dire aux enfants par rapport, non, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. Justement. Il faut lui dire, au lieu de leur donner un ordre, il faut leur dire, moi, à mon avis, ça, c'est meilleur que l'autre. Parce que celui-là, il y a beaucoup de vitamines, c'est très bon.
bon, et puis c'est bien assaisonné. C'est ça. Et voilà. Donc, parce que on est toujours attiré par l'interdit aussi. L'interdit, Hein. oui, exactement. Donc, il faut toujours y aller vers le côté psychique avant de passer à la prise en charge nutritionnelle. Donc, il ne faut pas comparer les enfants, par exemple, bon, généralement, c'est-à-dire à la maison, quand il y a 2, 3 enfants, quelqu'un qui est en surpoids, par exemple, et les autres, c'est-à-dire ils ont une belle silhouette. Donc, les parents sont devenus, c'est-à-dire à comparer, c'est-à-dire non, toi tu ne dois pas manger ça, mais l'autre il est autorisé. Donc là, ça crée une frustration. Côté psychique, l'enfant il devient, on va dire, c'est-à-dire surtout les enfants. Voilà, ils les sont enfants très susceptibles. Voilà, exactement. Donc non, il faut généraliser. L'alimentation équilibrée doit être partagée avec toute la famille, les parents et les parents. Oui. Après les enfants, parce que d'ailleurs la maman, parce qu'elle est l'exemple. C'est elle qui, voilà, c'est-à-dire toujours. C'est elle qui est en cuisine, voilà, d'ailleurs. en cuisine, elle est l'exemple c'est-à-dire de donner des habitudes alimentaires saines. Donc on commence par changer les habitudes alimentaires. Au moins une réduction de 50% des mauvaises habitudes, c'est déjà l'idéal. Au moins à l'entrée, au mois de septembre, Inch'Allah, on commence l'année avec l'année scolaire, c'est-à-dire en bonne santé, avec une bonne humeur, c'est-à-dire une bonne alimentation, une bonne hygiène alimentaire. Parce que et là, de les vie, vacances, c'est plus de 3 mois. Donc Effectivement. imaginez 3 mois de mauvaises habitudes, alors que les glaces, on peut les préparer à la maison et healthy en plus. Quand on congèle par exemple des fruits avec du yaourt nature, on va dire, et un peu de miel, donc et tu le mets dans le blender et puis la mettre dans une boîte et hop au congélateur et c'est très bon en plus. C'est très bon, c'est nutritif aussi. Et même pour te dire, ils sont disponibles les glaces naturelles ici à Oran. Effectivement. Glaces plutôt healthy sans sucre. Sont disponibles. C'est super bon. C'est-à-dire, je vous invite à tester pourquoi pas le produit. Voilà, hein. le produit, vraiment, il est top. C'est-à-dire, j'étais surpris de la qualité du service qu'on a. C'est-à-dire, en ce moment, il y a la disponibilité, même les aliments, c'est-à-dire qu'on l'achète au supérette, au supermarché, sont disponibles. Il suffit juste de commencer. C'est vrai, le début, c'est un peu difficile au début de changer des habitudes alimentaires du jour au lendemain, mais il faut petit à petit. conscient. Il faut la conscience parce que là, c'est la santé des enfants. Oui. Et quand on parle de surpoids ou bien de problèmes métaboliques, on ne parle pas de poids uniquement, surtout chez les enfants. On parle de courbe de croissance. Donc la courbe de croissance, qu'elle est... il y a une grande différence entre les deux. Il y a une différence. Courbe de croissance, qu'elle est dans le carnet de santé de chaque enfant. Oui. Donc c'est le médecin ou bien le pédiatre qui note l'évolution, le poids et la taille. Après, on trace une courbe et on évalue. Si la courbe, elle est dans les normes, c'est-à-dire en analysant, si elle dépasse, ça à contrôler. Voilà, ça à contrôler, ça cause un problème. Donc il faut faire des analyses à chaque fois, analyser c'est-à-dire votre courbe de croissance, c'est-à-dire de votre enfant, et il faut surveiller. Parce que là, même les enfants, s'ils mangent sainement à la maison, à l'école, on ne peut pas savoir. Effectivement, Voilà, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils sont en relation directe avec leurs copains à l'école, donc à savoir qu'est-ce qu'ils vont ramener pour manger, des fois des chips, des fois des gâteaux industriels, beaucoup plus. On parle beaucoup plus de l'industrie parce que c'est les additifs alimentaires qui causent problème, Imen. Voilà. C'est-à-dire les on est désolé pour les marques, mais bon. Oui, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité parce qu'en fait, de nombre d'additifs alimentaires, correcteurs d'acidité, les colorants, les exhausteurs de goût, tout ça provoque de l'hyperactivité, des concentrations, troubles de sommeil, même chez certains enfants, même troubles de croissance hormonale, surtout chez les filles. C'est-à-dire, donc on remarque qu'il y a vraiment une prise de poids énorme. Énorme, c'est pas normal. Donc à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et comment trouver le bon équilibre? Alors le bon équilibre, il est dans une bonne répartition alimentaire. Un apport calorique contrôlé. Clairement, nettement, simplement. Si par exemple un enfant, il est en surpoids et qu'on veut
lui faire un rééquilibrage alimentaire. Il faut commencer par le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est-à-dire un enfant, on a un protocole à suivre. C'est-à-dire un enfant de 13 ans, un apport calorique suffisant, c'est 1200, 1300, en fonction d'autres paramètres. Mais en général, on reste dans l'équilibre calorique, une répartition. Le problème qu'il y a, Imen, c'est que en faisant le questionnaire alimentaire ou bien le rappel des 24 heures, beaucoup d'enfants ne mangent pas le matin, c'est-à-dire ils éliminent le petit déjeuner. Oui. Le matin, c'est mauvais. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Le matin, s'ils ne mangent pas, c'est-à-dire ils sautent le petit déjeuner. Après, à l'école, s'ils mangent à l'école, que ce soit des pâtes ou bien des ragoûts avec tout ce qui est peu nutritif. Après, à 15h, 16h, là où ça commence l'excès. Quand ils rentrent à la maison, généralement c'est la famille, elle va se réunir ensemble après l'heure de 17h. Donc commence tout ce qui est collation, tout ce qui est grignotage et même le dîner, le repas le plus coupilleux, le plus fibreux. Alors qu'en principe, il faudrait qu'il soit très léger. Au déjeuner. Très léger. C'est pour cela, l'enfant, quand il mange tard, il est devant les écrans sédentaires, il mange devant la télé ou bien devant son téléphone. Éliminer les écrans. Le matin, il ne peut pas manger. Donc, le résultat, déconcentration, ralentissement du métabolisme et hop, prise de poids énorme. Surtout quand il ne fait pas du sport. Donc au moins, c'est-à-dire je sensibilise les parents à faire une activité avec leurs enfants. Et vous recommandez combien de temps par jour d'activité physique? 60 minutes par semaine. C'est les recommandations de l'OMS. 60 minutes par semaine chez un enfant. Un enfant d'une manière, c'est-à-dire équilibrée. C'est les recommandations de l'Association mondiale de la santé. C'est au moins 60 minutes réparties par semaine. Chaque jour, 15 minutes. Et vous conseillez quelles activités? Quelles activités? Bon, la marche, une activité c'est-à-dire que ce soit en groupe, pour avoir un plus de confiance en soi, surtout pour tracer une bonne empreinte personnalisée. Donc que ce soit un sport de groupe ou bien à la maison, ou bien en famille, une petite marche quotidiennement, tapis à la maison si disponible, ou bien à la salle de sport. D'ailleurs, même il y a des clubs à Oran, pas mal d'activités, n'importe quelle activité. L'essentiel qui ne reste pas sédentaire. Voilà, qui fasse une activité. Qui fasse un effort par jour. Voilà, un effort régulièrement. La répartition, donc 3 repas par jour et une collation, un apport en produits laitiers important. Justement, j'allais vous poser la question, les collations privilégiées. Voilà, les collations doivent être riches en fibres, et collation généralement produits laitiers parce que là il faut garder 2 produits calcium, caséine, 2 produits laitiers par jour et 2 fruits par jour. Donc c'est important pour les enfants. Pour les enfants, 2 produits laitiers, par exemple un produit laitier au petit déjeuner, que ce soit du lait entier, fromage nature, et par exemple pendant la collation un yaourt nature avec un fruit, avec des oléagineux pour favoriser une bonne croissance hormonale et même pour avoir un bon apport en fibres et en lipides. Voilà. Donc, et le dîner, j'aimerais bien qu'il soit un dîner plutôt léger, au moins 2-3 heures avant de dormir. Voilà. Et les écrans. Éviter à éliminer, voilà, à éliminer. Voilà. Il faut, c'est-à-dire limiter 2 heures, maximum 1 heure par jour, maximum 2 heures, 1 heure, 2 heures par jour, c'est suffisant. C'est largement suffisant, pas toute une nuit. Voilà. Essayez de faire des activités avec vos enfants et puis voilà. Très bien, merci beaucoup Betoul Radbi. On le rappelle que vous êtes docteur en nutrition. Merci. Alors merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est très important. Alors je vais vous emmener avec moi pour une pause musicale qui s'impose et c'est la formation Nada, une très belle Nouba. Et on se retrouve juste après. يا حمل الرقيق
تعجبوا الناس في جماله وقالوا هذا كوكب سعيد وحق حسنه مع زيناله يفعل حبيب قلبي ما يريد على الميلاد قد ضيعت مالي وفي الحقيقة شبهت قمر يبيع شبابه علي يا غالي حمر الشفيفة مثل العكار ألم يكن في الملح غزالي أهلا وسهلا باللي حضر قوموا نذهبوا ساعة هنيئة ما بين اللقاء والياس بينا وحس الطيور الناطقين وحس الأزهار نماذجية وحس الأزهار نماذجية أغنم يا غليل ساعة هنية أغنم يا غليل ساعة هنية ونصيبك إذا توحشتك ونصيبك ونصيبك نبعث لك مرسول يروح يجيبك يا حباب قلبي وعد الله Une très belle pause musicale qui s'est imposée, bien sûr, tirée du terroir algérien, la musique andalouse, la musique ancestrale, la musique traditionnelle, la musique classique algérienne avec un grand A. Et on est fiers de porter en nous ce brin musical, alors là, qui nous enchante à chaque fois où on écoute une belle nouba, une très belle interprétation de musique andalouse. Et bien surtout quand c'est fait avec des mains de maître, on va dire, puisqu'on en reçoit un en cette matinée. Je préfère laisser la gente masculine après, parce qu'il faut toujours commencer par la galanterie qui l'oblige, par la gente féminine. Alors nous sommes avec Shahinez Midoun. Alors vous êtes un membre de la formation An-Nahda. Bonjour. Bonjour, alors Ça merci va pour l'invitation. Merci à vous. Ravie de me retrouver avec vous. Très bien, merci à vous de l'avoir accepté Voilà. et d'accompagner Mokhtar Allel, que tout le monde connaît, le chef d'orchestre, le président de l'association An-Nahda. Et puis, vous êtes très, très actif. Hein. En ce moment, oui. Toute l'année. Toute l'année, pratiquement. Toute l'année, oui. pratiquement. Ouais, Ça va Ça va très bien. On vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir Et accepté. c'est toujours un plaisir de faire partie. Alors, vous avez signé deux beaux spectacles, le 4 Oui. et le 5 Oui. dernier. D'ailleurs, ça À marque l'occasion. la clôture Voilà. de l'année de Nahda. Oui. Alors, qu'a représenté vos deux soirées, le 4 et le 5? Est-ce que c'est différent de l'année? Est-ce qu'il y a eu quand même un petit pincement au cœur qu'il y en a eu déjà une année qui s'est clôturée? Oui. Bien sûr, vivement, hein. On va dire vivement, l'année se clôture avec la fin de l'année. Bon, c'est vrai que toute l'année, on fait un travail. Effectivement, oui. Et beaucoup plus pour les professeurs tels que Madame Shahinez Midoun, qui est aussi, c'est elle d'abord qui commence le travail des élèves.
Oui. Parce qu'elle elle prend les petits, les tout petits, les 8 ans et... Donc elle est dans la formation Dans de la la formation, jeune génération. oui. Ah, ça c'est... D'abord, elle a été elle-même élève. J'ai intégré donc, l'association voilà, très petite. très petite. Voilà. Et À puis quel j'ai âge vous avez grandi. intégré l'association? Presque 6 ans. En fait, je faisais Ouais, partie du conservatoire. Quand même. Et comme, en fait, le créateur de l'association, c'est Cheikh Allah Yarhamou, c'est, bon, pour entrer dans les détails, c'est le beau-père à mon oncle. Donc, du coup, voilà le choix de l'association. Et d'emblée, ça a été un énorme plaisir. D'ailleurs, j'ai quitté le conservatoire. Je suis restée avec ma deuxième famille. Est très animée d'ailleurs par des soirées, par des concerts, par des spectacles. Et puis, à un certain moment, il y a quelques années quand même, si vous vous rappelez, Monsieur Allel, c'est que vous êtes passé sur ce même plateau. Vous m'aviez dit que j'ai un pincement au cœur parce que je vois que la musique andalouse n'arrive pas à avoir sa place. Alors qu'actuellement, on voit des spectacles de musique andalouse alors qui affichent complet, oui, alors et organisés pendant toute une semaine, des fois tous les jours ils affichent complet. Alors, quelle est la différence entre il y a quelques années et maintenant? L'état d'esprit a changé. Voilà la différence. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est les parents d'élèves, c'est les parents qui poussent leurs enfants à intégrer les associations. Et le but, on le connaît. C'est pour qu'il y ait une meilleure éducation, pour éviter encore la rue, et aussi un fléau qui est dramatique, je vais dire, le portable. Les enfants qui sont toute la journée en train de... Ça, c'est un grand fléau. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus. Et donc, ça donne l'occasion à l'enfant de, en parallèle de leurs études, bien sûr qu'on n'abandonne pas, c'est certain, ils font de la musique, c'est une occupation. En même temps, et pourquoi pas, vous savez, Iman, enfin tu sais Iman, à une période, c'était honteux d'avoir une fille qui chante. Oui, effectivement, c'était tabou. Voilà, c'était tabou. Aujourd'hui, c'est la maman, c'est le papa qui voudrait que sa fille, je parle des filles, que sa fille soit demain une star. Ben voilà, les esprits ont vraiment changé. Et il y a eu une ouverture. Ah ben, on est en 2026, voilà. Et puis les enfants ne peuvent pas savoir s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Ah ben oui. Si les parents ne les incitent pas à intégrer les associations. Effectivement. Donc voilà, maintenant c'est ce qui se passe. Voilà pour résumer ce qu'a dit notre maître. Effectivement. Donc alors, je reviens. Allez-y. Donc je reviens quand même au 4 au 5 juillet. Donc nous avons fait la clôture de l'année musicale de l'association Nada. Et alors le 4, il y a eu bien sûr à l'occasion du 5 juillet. Oui, voilà, surtout le le 64e anniversaire et de la jeunesse aussi. Et de la jeunesse aussi. De la jeunesse aussi, parce que ça y est, c'est bon, 64 ans après. Ça c'est vrai, on ne peut pas oublier la mémoire, parce que la mémoire, elle fait notre histoire. Jamais. Et puis on est fiers de notre histoire, puisqu'on donne l'exemple à d'autres pays, on va dire, opprimés. Et aux générations montantes. Voilà. Donc le 4, nous avons invité l'association Fenoun Nachat, sous la direction de Mossaganem, sous la direction de Gélélé Bouzienne et Cheikh Nordin Benatia qui nous a fait l'honneur d'être présent. Et après, il y a eu les classes. Donc sa classe, initiation, après les cadets, sous la direction de le professeur Zakaria Sakal. Et voilà. Et après, il y a eu la classe spéciale. Alors, la classe spéciale, c'est une classe d'adultes qu'on a appelée classe adulte. C'est les adultes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à jouer l'instrument et on leur a donné la chance, on leur a appris à jouer. Quelques notes. Non, jouer carrément d'un instrument. D'ailleurs, ils se sont produits sur scène. Et notre maître, il a du mérite parce que... Bon, c'était... Alors, quand on parle, justement, je suis en train de voir vos yeux scintiller sur, quand vous parlez des deux spectacles qui sont déjà passés, le 4 et le 5. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces deux spectacles, ce sont la célébration d'un héritage? Pour le 5 juillet, quelle célébration? Un héritage andalou.
de musique andalouse. Bah oui, bon, l'héritage, il y est toujours. Et on s'accroche toujours aussi à qu'il y ait justement la vulgarisation et la promotion de cette musique, de ce patrimoine. Quel a été votre programme ces 2 jours? Votre programme musical. Les titres des chansons. Oui, si c'est possible. Nous, on a fait après le 5. Il y a eu le 4. On a terminé avec les classes. Et le 5, ça a été la classe des juniors, avec Zakaria toujours Sakal et Faisal Ben Dahman. Et après, ça a été nous, enfin l'orchestre supérieur. Les seniors. Et on a les seniors. Bien sûr, dans des soirées pareilles, on ne fait pas carrément la nouba complète. On fait des clabettes, des houazas, des trucs. Ça ne soit pas lourd par rapport au public. Voilà. C'est pas un festival. Parce que c'est une musique classique, on va dire. Pour un petit peu varier justement cet art ancestral pour le public que chacun faire aimer apprécie. à d'autres personnes aussi. Oui, c'est les faire attirer. Exactement. Et gagner encore plus de public, plus de supporters, on va dire. Déjà, vous avez affiché complet aussi. Oui, tout le temps. Donc, tout le temps. à guichet fermé, vous avez affiché complet. Et ça fait plaisir quand même que le retour d'une musique qui s'endormait d'une certaine façon. À une période, effectivement, parce que c'était juste une période de quelques années. Non, maintenant, ça va très bien. Mais là, ça va, ça a repris quand même avec les nuits de la musique andalouse, avec des festivals qui surviennent par-ci par-là, que ce soit Alger ou Oran ou Tlemcen aussi, parce que c'est le berceau de la musique andalouse, il faut le dire. D'ailleurs, des cérémonies comme ça, c'est ce qui fait que les parents sont attirés par notre musique et notre patrimoine. Et c'est ce qui attire les parents à faire venir leurs enfants chez nous. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, ça a été certainement 2 spectacles, on va dire magnifiques, où vous avez touché le cœur de tous les présents par notre héritage, on va dire, andalou. Donc, merci beaucoup. Donc, on arrive juste à la fin de notre direct aujourd'hui. Je vous laisse. On se quitte en musique, justement, parce que moi. Mais bien sûr, moi, je vous lâche pas, Monsieur Allel. D'accord. Allez, on y Comme ça. Donc, j'espère que vous allez. Je vais l'accompagner parce que j'ai pas vraiment une voix pour. Ah d'accord, je vais chanter à votre place alors. On en a de belles voix. Oui. Alors quant à moi, chers amis du matin, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. محبوبتي خاطرت من حلمي والحولاني وشعرها الأسمانت عزمت على الختان وعدي وشعرها الأسمانت عزمت على الختان جراحي خرجت تودعوني في شعريها وعطرت دعت على شعرها بالقصر والجعادي وعدي دعت على شعرها بالقصر والجعادي جراحي امشي يا رسول لدار الحبيب في حق العهود يا العهود المنى